Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, bonjour à tous. Je vous propose de reprendre ce cours consacré cette année donc à l'inconscient cognitif et à la profondeur des opérations subliminales. Et aujourd'hui, nous allons entrer, je dirais, dans le vif du sujet en examinant jusqu'à quel niveau un stimulus subliminal peut être traité, et en particulier posant la question, est-ce qu'il peut être traité à un niveau sémantique ? La semaine dernière, nous avions vu qu'il était possible de définir des méthodes relativement rigoureuses qui permettaient de vérifier qu'un stimulus était subliminal. Et donc aujourd'hui, je supposerai simplement, on en rediscutera au fil des expériences, mais je supposerai acquis cette partie-là, et donc je supposerai qu'il est possible effectivement de créer des situations dans lesquelles un stimulus est flashé trop brièvement pour qu'il soit perçu consciemment, et on a vu qu'il y avait la possibilité de le vérifier. Je ne suis pas allé au bout de ce cours de la semaine dernière sur la vérification de la non-conscience des stimuli. J'ai décidé de repousser cette partie-là à la fin du cours, puisque tester la non-conscience des stimuli avec la méthode de dissociation, c'est la partie que j'ai laissée de côté, cela consiste en fait à montrer que des stimuli qui sont subliminaux ne sont pas traités de la même manière que des stimuli qui sont conscients. Autrement dit, que la distinction conscient-non-conscient a du sens, puisqu'elle se traduit par des compétences cognitives distinctes. Et en fait, nous verrons cela dans la dernière partie du cours, lorsque nous aborderons précisément les limites de la conscience. Donc ce sera à la fois un contenu particulier intéressant. Est-ce qu'il y a un moment où la profondeur des opérations subliminales s'arrête et où démarre la spécificité du traitement conscient? Mais ce sera aussi un point méthodologique important. S'il existe une telle limite, ça veut dire effectivement que la distinction est réelle et que l'on a raison de faire confiance au sujet lorsqu'il nous dit « je n'ai pas été conscient d'un stimulus ». Donc nous reprendrons cela à la fin du cours. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter spécifiquement cette question de la profondeur des opérations subliminales, question qui date d'au moins une trentaine d'années et qui pose donc la question de la limite de ces opérations. Au tout départ, on a pu penser qu'il y avait une limite tout à fait claire et peut-être même une limite neurophysiologique dans la mesure où le traitement subliminal serait confiné à des circuits sous-corticaux spécialisés dans des traitements qui seraient automatiques, voire stupides, d'attributs élémentaires. On a vu au tout premier cours que l'amygdale cérébrale, par exemple, pouvait s'activer en réponse à des visages qui exprimaient la peur. Bon, on sait maintenant qu'il s'agit, au moins dans certaines étapes très précoces, d'un traitement élémentaire qui consisterait largement dans l'analyse de la région des yeux, du blanc des yeux. Il se pourrait que ce type d'extraction de stimuli extrêmement automatiques soit subliminaux et que tout ce qui relève du cortex soit conscient. Et c'est effectivement la question qu'on va pouvoir poser ensuite. Est-ce que les traitements sensoriels primaires ou précoces peuvent être également non conscients? Est-ce que le traitement subliminal s'arrête là? Est-ce que le traitement subliminal est confiné à certaines voies de traitement dans le cortex, à supposer qu'il soit cortical? Goodale et ses collaborateurs, on avait vu certaines de leurs expériences sur les illusions visuelles, la capacité du système dorsal d'avoir des informations sur la préhension d'un objet qui ne soit pas consciente. Goodale suggère qu'il y a une très grande dissociation avec une voie dorsale qui est très largement non consciente, une voie ventrale qui serait très largement consciente. Mais précisément, on peut également poser la question, on va voir dans une seconde, est-ce que les représentations visuelles invariantes de la voie ventrale peuvent également être contactées par des stimuli non conscients? Est-ce que dans ce cas, il y a une représentation invariante de l'objet qui serait invariante en particulier pour le point de vue, pour la forme exacte du stimulus? Et puis si on va au-delà, est-ce que dans ces régions, un stimulus symbolique, culturel, comme peut être par exemple un mot écrit, peut également être traité sans conscience? Et finalement, nous arrivons à cette question, est-ce que le niveau sémantique, le contenu même du mot, le sens du mot, peut avoir une influence non consciente? Alors, pour commencer, je voudrais dire que maintenant, il ne fait absolument plus aucun doute que des traitements corticaux très élaborés peuvent avoir lieu en l'absence de conscience. Et bien entendu, au niveau du cortex visuel primaire, en fait, il est extrêmement facile maintenant de détecter des activations cérébrales qui ne sont pas conscientes.
J'ai choisi pour illustrer ce point, qui est vraiment admis maintenant, une expérience récente qui a quelque chose de plus. C'est cette notion de décodage cérébral. Je crois que j'avais présenté cette diapositive dans la partie méthodologique du tout premier cours que j'ai donné ici il y a quelques années. Vous voyez que si l'on présente une grille orientée avec des barres qui sont en diagonale ici vers la droite, mais qui pourraient à l'essai suivant être vers la gauche, si l'on présente ensuite un masque constitué en contraste inverse de ces barres noires, mais cette fois-ci neutres pour les deux orientations, si l'on alterne une présentation très rapide de la grille 17 millisecondes suivie d'une présentation lente du masque, on peut avoir une situation d'invisibilité durable où la grille ici n'est pas vue. Et le sujet ne sait pas quelle est l'orientation qui est présentée. Néanmoins, on peut acquérir des images d'activation cérébrale et construire un décodeur multivarié qui, à partir de l'image d'activation cérébrale, arrive à reconstruire mieux que le sujet lui-même quelle est l'orientation de la grille qui était présentée. Vous voyez ici la performance en pourcentage, donc 80% correcte à partir des différentes aires cérébrales et ici, donc je crois que c'est V1, V2, V4. Lorsque le stimulus est visible, on a une performance correcte, mais également lorsque le stimulus est invisible en se servant des voxels de V1 qui sont les plus nombreux. C'est une aire qui est assez grande. Donc, vous voyez qu'il est tout à fait possible non seulement de détecter des activations non conscientes, mais d'utiliser l'imagerie cérébrale pour regarder le contenu de ces activations non conscientes lorsqu'elles sont dans une aire où les représentations sont relativement massives comme dans V1. Il est tout à fait clair que l'information subliminale ne s'arrête pas là. Et je reprends une des diapositives que je vais montrer dans le premier cours. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un visage subliminal, on avait vu que la région fusiforme, qui s'intéresse à l'identité, ou en tout cas à l'extraction des paramètres invariants du visage, eh bien, peut tout à fait s'activer d'une façon non consciente dans la mesure où elle montre un phénomène d'amorçage. C'est-à-dire que si l'on précède un visage conscient d'un visage qui n'est pas vu consciemment, on peut obtenir une facilitation, une réduction de l'activation lorsqu'il y a identité entre ces deux visages, même lorsqu'ils sont vus sous des angles différents. Le travail ici de Rickenson et de Sid Quider. Donc, clairement, des activations dans une voie avancée de traitement peuvent avoir lieu en l'absence de conscience. Et je passe tout de suite au cas des mots, qui est quelque chose qu'on a beaucoup étudié dans le laboratoire. Il est tout à fait facile, plus facile d'ailleurs de masquer un mot que de masquer un visage. On peut le flasher pendant une durée assez brève, le faire précéder et suivre de masques. Et l'imagerie cérébrale, ici, peut être utilisée de deux manières différentes et complémentaires. La première consiste tout simplement à dire est-ce qu'on est capable de détecter l'activation causée par le mot, ici. Pour ce faire, on va contraster des essais où le mot est présent et des essais où le mot est absent. C'est ce qui a été fait dans cette expérience. Le sujet lui-même ne voit pas la différence, puisque le mot est rendu non conscient, mais l'activation cérébrale montre qu'il y a bien une différence, c'est-à-dire que, vous le voyez ici, la voie occipito-temporale gauche en particulier, et ce qu'on appelle l'aire de la forme visuelle des mots, peut s'activer à un mot qui n'a pas été vu consciemment par le sujet. Donc, clairement, on progresse dans une hiérarchie visuelle jusqu'à un niveau relativement profond. Alors, jusqu'à quel niveau va-t-on? Est-ce qu'on contacte des représentations visuelles invariantes? Là encore, je reprends des diapositives que j'ai présentées dans le cours sur la lecture, et c'est la deuxième manière d'utiliser l'imagerie cérébrale pour examiner le traitement d'objets subliminaux. Vous voyez qu'on peut cette fois-ci avoir deux mots. Le premier est subliminal, le deuxième est conscient. On va regarder l'influence du mot subliminal sur le mot conscient. Ici, il est répété, et on va se demander, est-ce que lorsqu'il y a répétition du même mot, on a un gain, à la fois dans le temps de réaction et dans l'activation cérébrale, exactement comme dans l'expérience sur les visages. Et vous voyez ici le cas particulier de cette situation, c'est que le mot est écrit en minuscule dans le cas conscient et en majuscule dans le cas non conscient. C'est un exemple. Mais vous voyez qu'ici, il y a une difficulté particulière pour le cerveau. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que les aires visuelles sont capables de reconnaître qu'il s'agit du même mot alors que la forme visuelle est différente? Eh bien, la réponse est oui, et même de façon non consciente. Donc ici, vous avez le temps de réaction des sujets. Dans cette expérience, les sujets devaient classifier les mots cibles conscients selon leur contenu sémantique, est-ce qu'il s'agissait d'objets manufacturés ou pas. Vous voyez que le temps de réaction est plus rapide dans les barres noires lorsqu'on a présenté deux fois le même mot que lorsqu'on a présenté deux mots différents, alors que le sujet n'est pas conscient qu'il y a deux mots, ne voit que le mot conscient et croit qu'il s'agit du même essai. Et de façon très importante, on conserve cette facilitation du temps de réaction, même lorsqu'on change la casse du stimulus de majuscule à minuscule ou vice-versa, ce qui veut bien dire qu'ici l'effet d'amorçage subliminal ne vient pas d'une représentation de bas niveau, de la physique du stimulus, mais vient d'une représentation de plus haut niveau, la forme abstraite des lettres.
Je vais y revenir dans un instant. Dans cette expérience, les sujets, lorsqu'on leur demandait de classifier directement les mots cibles, n'y parvenaient pas. Et donc, on peut considérer qu'il s'agit bien d'une condition non consciente. L'imagerie cérébrale, dans la même condition, montre que la région de la forme visuelle des mots sur la voie... Ici, c'est un petit peu trompeur parce que le cerveau est rendu transparent. Vous voyez qu'ici, la région se situe bien dans la voie ventrale occipito-temporale gauche, c'est l'aire classique de la forme visuelle des mots, et l'activation dans cette région montre un parallèle tout à fait étroit avec le temps de réaction. Il y a diminution d'activité lorsque cette aire, on pourrait dire, a affaire à moins de travail, puisqu'elle voit 2 fois le même mot dans les barres noires, comparé à la situation où elle voit 2 mots différents, elle doit traiter 2 mots différents. Tout à fait intéressant de voir que cette région cérébrale continue d'avoir cet effet de facilitation, même lorsque les objets visuels qui sont traités sont très différents, mais représentent le même mot. Donc il s'agit d'une forme d'extraction au minimum de l'orthographe abstraite du mot. C'est intéressant de contraster avec une autre aire cérébrale, notamment ici, plus en arrière vers le pôle occipital et particulièrement dans l'hémisphère droit, mais on trouve ces réponses également dans l'hémisphère gauche lorsqu'on baisse le seuil. Vous voyez qu'il y a un effet d'amorçage très fort lorsqu'on présente 2 fois le même objet physique, 2 fois dans la même casse, donc par exemple le même mot 2 fois en majuscule, mais lorsqu'on change la casse de majuscule à minuscule, il n'y a plus du tout d'effet d'amorçage, ce qui veut dire que cette aire-ci ne s'intéresse pas à l'identité abstraite du mot, mais s'intéresse aux traits physiques qui le constituent. Donc non seulement on peut montrer qu'il y a un traitement abstrait des mots subliminaux, mais on peut s'en servir pour décomposer en quelque sorte le système. J'avais parlé de tout ça dans le cours sur la lecture, donc je passe un tout petit peu vite. On pourra y revenir s'il y a des questions. Un point intéressant était de savoir à quel point cet amorçage subliminal dépend de représentations culturelles acquises. Autrement dit, est-ce qu'on traverse des représentations qui ont été modifiées par l'apprentissage de la lecture ? Eh bien, une manière de poser cette question consiste à examiner des lettres que vous voyez ici, qui ne sont reliées en majuscule et en minuscule que par leur association culturelle. Par exemple, le grand A et le petit a, ici, vous voyez que les formes n'ont rien à voir, elles sont historiques et elles constituent une association très largement arbitraire. On aurait pu associer ces formes différemment. On a donc refait exactement la même expérience d'amorçage par répétition avec des mots constitués exclusivement de lettres très différentes en majuscule ou en minuscule et associés par des conventions culturelles, et en comparant avec des lettres qui sont associées beaucoup plus sur le plan de la forme. Par exemple, un grand O versus un petit o, c'est évidemment la même forme à un changement de taille près. Alors vous voyez que, à la fois dans le comportement, ça ne fait aucune différence. Vous avez toujours le même effet d'amorçage, à la limite encore plus grand ici, un tout petit, mais ça n'est pas significatif, lorsque les mots sont dissimilaires sur le plan de leur contenu en lettres. Donc, du point de vue de l'amorçage dans le comportement, ça ne fait vraiment aucune différence de se reposer sur des associations culturelles apprises ou de se reposer sur des changements simplement dans la taille de la forme qui est présentée. Donc, le cerveau contacte bien un niveau de représentation, je dirais, les stimuli subliminaux contactent un niveau de représentation qui est assez abstrait et culturel, et on le retrouve au niveau de cette aire de la forme visuelle des mots. On retrouve un effet d'amorçage qui est présent également lorsque les lettres sont dissimilaires et associées culturellement, ce qui n'est pas le cas de la région droite ici. Donc ici, on est dans le cortex fusiforme droit. Vous voyez qu'il y a un effet d'amorçage lorsque les formes se ressemblent, mais pas lorsque les formes ne se ressemblent pas, ce qui semble signifier qu'il y a une différence de traitement et que c'est bien la région gauche. On a beaucoup d'indices pour cela. C'est bien la région gauche qui se spécialise pour la lecture invariante. Alors on peut aller encore plus loin et continuer de questionner la profondeur de ces opérations subliminales. Et toujours dans le cours sur la lecture, j'avais mentionné cette question de la configuration des lettres. Est-ce que l'amorçage subliminal ne serait sensible qu'aux fragments de lettres, ou bien est-ce qu'il est sensible vraiment à la configuration du mot tout entier ? Vous vous souviendrez peut-être que dans le cours de la semaine dernière, on avait parlé d'une expérience de Sid Quider et d'Emmanuel Dupoux qui suggérait que tout l'amorçage était dû au niveau des lettres isolées, des fragments. Et ici, on peut le tester directement en choisissant des mots qui sont des anagrammes. Donc, par exemple, le mot trèfle peut devenir le mot reflet simplement en prenant la première lettre et en la plaçant à la fin. Et l'intérêt de cette configuration, c'est qu'on peut donc répéter pratiquement toutes les mêmes lettres, éventuellement à la même position, sans répéter le même mot. On peut donc dissocier la répétition des lettres et la répétition des mots. Vous avez un exemple ici où on a le mot trèfle et l'amorce et le mot reflet décalés d'un espace. Ici, le caractère dièse représente un espace sur l'écran. Hein. Donc vous avez 5 lettres sur 6 qui sont répétées exactement à la même position, mais ça n'est pas le même mot.
avec ce design expérimental, cette conception expérimentale, on peut donc tester le niveau de traitement de stimuli subliminaux et se demander est-ce que c'est le niveau du mot tout entier ou est-ce que c'est uniquement le niveau des lettres. Et la réponse, je ne montrerai que les données de comportement, parce que les données d'imagerie sont un petit peu compliquées, et puis j'en ai parlé dans un cours précédent, mais les données de comportement sont extrêmement claires. Vous n'avez d'effet d'amorçage que lorsque vous répétez 2 fois le même mot, et vous n'avez pas d'effet d'amorçage supplémentaire pour les anagrammes comparés aux mots complètement différents. C'est assez surprenant, ça veut dire qu'au moins dans le comportement, eh bien, tout l'amorçage vient d'une représentation lexicale qui prend en compte l'organisation générale de la chaîne de caractères et le binding, puisque c'est le terme qui est utilisé en anglais, la mise ensemble de ces lettres pour former un mot particulier. Et on peut répéter toutes les lettres d'un même mot. Si ça ne forme pas la même chaîne globale de caractères, on n'obtient pas d'effet d'amorçage. Donc ça veut dire qu'au moins ici dans le comportement, on a la trace d'un accès à un niveau où le mot tout entier est représenté, probablement dans le lexique mental, un niveau assez profond de traitement. Donc conclusion, une représentation symbolique, abstraite, invariante peut être atteinte par un mot non conscient. Mais peut-on aller jusqu'au niveau sémantique ? C'est la question du jour. C'est une question qui, historiquement, a fait couler énormément d'encre. Et le grand personnage dans le domaine, c'est Tony Marcel, à Cambridge, qui, depuis les années 70, présente, le premier, des expériences tout à fait frappantes, toute une série d'expériences, en fait, très imaginatives, suggérant qu'il peut y avoir un traitement sémantique pour des mots qui n'ont pas été vus consciemment. Alors, cette série d'expériences, vraiment, a joué un rôle tout à fait fondamental dans le domaine. Je voudrais vous les présenter brièvement seulement parce qu'elles ont été également très critiquées. Et c'est tout à fait caractéristique de cette période d'avoir un scepticisme très fort, qui se traduit par la publication de Hollander, dont j'ai parlé en 1986, qui essaye vraiment de saper ce domaine en montrant toutes les critiques qu'on peut présenter. Néanmoins, ces résultats à l'époque étaient très suggestifs et ils ont influencé toute une génération de chercheurs. On verra ensuite les données plus récentes. Alors, première expérience de Tony Marcel, eh bien, il montre que si l'on flash un stimulus masqué et qu'on demande à la personne d'essayer de le nommer, un petit peu comme les expériences de C10 dont j'avais parlé la semaine dernière, qui datent d'il y a un siècle, où on demande de nommer une lettre alors qu'on est trop loin pour la voir, eh bien, il s'aperçoit que assez souvent, les sujets répondent avec un mot qui est dans le bon champ sémantique, voire le mot lui-même, alors qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas le voir. Bon. Le problème, évidemment, c'est d'arriver à quantifier si cette proportion de mots qui appartiennent au bon champ sémantique est ou n'est pas due au hasard. Lorsqu'un sujet produit des mots au hasard, il se peut qu'il tombe par hasard dans le bon champ sémantique. Ce n'est pas très facile à quantifier. Et le débat a été très vif à ce sujet. Il semble qu'en réalité, il n'y ait pas d'argument très fort pour dire qu'il y avait un effet au-delà du niveau du hasard dans les premières expériences de Tony Marcel. Bon, il n'est pas découragé et passe à une autre série d'expériences qui tentent de regarder si la classification sémantique des mots résiste au masquage. Et donc il va présenter des mots qui vont être masqués avec des intervalles entre la cible et le masque qui sont variables et il va regarder jusqu'à quel point on continue d'avoir des performances qui sont au-delà du niveau du hasard, même dans des situations où le sujet n'arrive pas à détecter la présence du mot. Donc il fait faire au sujet différentes tâches, jugement sémantique, jugement de similarité visuelle et simple jugement de présence ou absence du mot. Et il trouve une situation où il prétend que l'ordre entre ces tâches est complètement contre-intuitif, c'est-à-dire que vous pouvez masquer de plus en plus le mot. La première tâche qui disparaît est le jugement présent-absent, donc le sujet n'arrive plus à savoir s'il y a un mot ou pas, mais il continue de faire mieux que le hasard pour le jugement de similarité visuelle, et que lorsqu'on descend un peu, il continue de faire mieux que le hasard pour la tâche de jugement sémantique, qui serait donc celle qui est la mieux préservée. Il trouve donc une situation où la classification des mots est meilleure que le hasard, alors que le sujet jure qu'il n'y a pas de mots sur l'écran, ou en tout cas n'arrive pas à savoir quand il y a un mot et quand il n'y en a pas. Bon. Problème, ces résultats ne sont pas répliqués par d'autres. Alors ça pose toute la question, et à l'époque était particulièrement difficile, de la nature fine du contrôle sur les stimuli. Il est possible que Tony Marcel ait trouvé des conditions expérimentales qui sont particulièrement fines et qui ne soient pas si faciles à répliquer par d'autres à une époque où la présentation sur ordinateur n'était pas tout à fait le standard comme aujourd'hui. On faisait appel à des tachystoscopes et il était beaucoup plus difficile de reproduire les expériences des autres. Alors,
Troisième situation expérimentale, là beaucoup plus facile et quelque part standardisée, qui va jouer un rôle très important par la suite, eh bien c'est la tâche de Stroop avec une amorce masquée. L'expérience est extrêmement simple, on va présenter un rectangle de couleur. La tâche du sujet est exclusivement de se concentrer sur ce rectangle de couleur et de le classifier en rouge ou vert. Mais à son insu, avant le rectangle de couleur, il y a un mot qui est aussi un mot de couleur. Et ce mot peut être congruent à incongruent, comme d'habitude. Donc vous pouvez avoir un rectangle rouge précédé du mot vert. Et évidemment, on va regarder si cela vous ralentit par rapport à une situation où les essais sont congruents. Alors, Tony Marcel prétend que oui, on peut observer un effet d'amorçage tout à fait impressionnant, de plusieurs dizaines de millisecondes, dans une situation où on s'est placé en dessous du seuil de conscience, avec des mesures préalables de ce qui constitue le seuil de conscience chez le sujet. Vous vous souvenez peut-être que j'avais parlé un petit peu de cette expérience dans le cours sur la mesure de l'état de conscience, parce qu'elle a été éminemment critiquée par différents auteurs. D'abord, Cheeseman et Mericle ont critiqué la reproductibilité même de l'effet. Hollander a critiqué la qualité du masquage, et ça c'est peut-être le plus important, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il ne suffisait pas d'avoir une mesure préalable du niveau de masquage, et qu'on pouvait penser que peut-être les sujets étaient devenus conscients des amorces au fil de l'expérience. Et enfin, j'ai parlé de l'expérience de Quider et Dupuy qui suggérait que ces effets venaient d'un niveau de lettres et pas d'un niveau des mots, et donc pas d'un niveau sémantique. Donc toujours cette dialectique, des expériences qui ont l'air de marcher, et puis ensuite des réfutations expérimentales qui suggèrent que l'effet était dû à des phénomènes de plus bas niveau, voire à des phénomènes conscients. Alors, dernière expérience intéressante de Tony Marcel, et qui mériterait, à mon avis, d'être répliquée et étendue, il regarde l'amorçage sémantique, et pour la première fois, il suggère qu'il pourrait y avoir des phénomènes au niveau conscient qui ne sont pas de même nature que les phénomènes au niveau non conscient, dans la mesure où l'effet de contexte ne serait pas le même dans les deux cas. Alors, je vous explique tout de suite l'expérience. Il s'agit d'une expérience d'amorçage sémantique classique. On va regarder si le mot banque, par exemple, amorce un mot qui lui est sémantiquement relié, par exemple le mot money, ici en anglais. Mais vous voyez que banque, en anglais, est un mot polysémique. Ça peut aussi vouloir dire le côté d'une rivière, la rive. Et donc, on peut penser que bank est aussi relié à rivière. Alors, on va pouvoir biaiser le champ sémantique simplement en présentant un mot préalable qui dit soit économiser banque, soit rivière banque. Ça va suffire à biaiser le champ sémantique dans lequel on doit interpréter ce mot ambigu bank. Ce que suggère Tony Marcel, c'est de mesurer ensuite l'effet d'amorçage de ce mot bank sur un mot qui lui est relié, par exemple argent, ici. Il montre qu'il y a des effets d'amorçage sémantique, il montre que ces effets d'amorçage sémantique résistent à la condition non consciente, mais de façon très intéressante, il suggère que dans la condition non consciente, tous les sens du mot banque sont activés, et donc on continue d'observer des effets d'amorçage de bank suivi de money, même dans le cas où le mot rivière a créé un contexte dans lequel l'interprétation du mot ambigu ici ne convient pas avec la suite argent. Dans cette expérience, seul le mot banque, milieu ici, est rendu non conscient par masquage. Donc vous avez le contexte conscient, mais le contexte conscient ne parvient pas à influencer l'activation non consciente qui est créée par le mot intermédiaire. Donc, une expérience tout à fait intéressante qui fait suite à des expériences antérieures de Schwanevelt et Meyer, qui suggère qu'il y a bien un traitement sémantique des mots non conscients et que même ce traitement sémantique pourrait être encore plus large que le traitement sémantique des mots conscients. Que non consciemment, nous traiterions la panoplie de tous les sens possibles des mots et que c'est seulement au niveau conscient qu'on parviendrait à se restreindre à un contexte particulier. Bon, là encore, la critique est venue de Hollander qui suggère que ces expériences ne sont pas bien contrôlées sur le plan de la visibilité du stimulus et de la qualité de la procédure de choix du seuil de présentation. Donc, des expériences suggestives, mais pas complètement conclusives. Alors, en 1996, paraît un article extrêmement important, Tony Greenwald, dans Science, qui, avec des méthodes beaucoup plus rigoureuses, suggère qu'effectivement, on peut observer des effets sémantiques dans une présentation qui n'est pas consciente. Donc le travail de Greenwald prolonge celui de Marcel, est inspiré par celui de Marcel, mais utilise des méthodes de masquage qui sont assez avancées. Donc il va y avoir un pré-masque qui est constitué de consonnes aléatoires, une présentation extrêmement brève de mots amorces, et ces mots amorces peuvent être
avec un contenu émotionnel négatif ou avec un contenu émotionnel positif. Ils peuvent être présentés pendant des durées qui peuvent être très brèves, 17 millisecondes, ou un peu plus longues, 33 ou 50 millisecondes. Et il va y avoir un post-masque qui augmente encore l'effet de masquage, suivi enfin d'un mot cible, qui est le seul que les sujets perçoivent nettement consciemment, qu'ils doivent essayer de classifier suivant le contenu émotionnel. Est-ce qu'il s'agit d'un mot à émotion positive ou d'un mot à émotion à valence, si vous voulez, négative? Bien. Évidemment, on se place toujours dans cette situation qui est un petit peu analogue à l'effet Stroop, c'est-à-dire qu'on va regarder si les essais congruents sur le plan du lien sémantique entre l'amorce et la cible conduisent à une accélération des temps de réponse et une facilitation des réponses par rapport aux situations où il y a une incongruence sémantique entre l'amorce et la cible. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Greenwald, c'est qu'il ne se contente pas d'avoir un temps de réaction qui peut être assez lent lorsque vous devez juger si ce mot est positif ou négatif. Il force les sujets à répondre extrêmement rapidement, ce qui probablement augmente les influences subliminales, dont on sait qu'elles ont une durée de vie assez courte. Et il va donc regarder non pas les temps de réaction, mais les taux d'erreur des sujets, et en fait obtenir par la théorie de la détection du signal une mesure qu'on appelle le D', qui permet de mesurer quelle a été l'influence sur la réponse finale du sujet de l'amorce non consciente. Donc un D' positif va indiquer qu'il y a eu un effet d'amorçage. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la mesure de l'effet d'amorçage et la mesure directe de la perception de l'amorce sont faites de la même manière. Ici, pour la tâche directe, qui est une mesure de la conscience, ou plutôt de la non-conscience des stimuli amorces, Greenwald demande dans un bloc différent d'essais de faire une décision de valence sur l'amorce elle-même. Donc il explique au sujet, vous savez, à votre insu, il y avait un mot caché avant chacun des mots que vous avez vus, essayez de le classifier, et on regarde si les sujets parviennent à faire cette classification ou pas. Donc, on se place dans cette situation que j'ai décrite dans le dernier cours. On va essayer d'observer une dissociation entre une tâche directe qui serait au niveau du hasard et une tâche indirecte d'amorçage qui serait au-delà du niveau du hasard. Alors, on obtient donc deux D' que l'on peut comparer. Et ce que montre évidemment Greenwald dans toute une série d'expériences, c'est qu'il y a un effet de la valence sémantique de l'amorce sur le jugement ultérieur d'un mot conscient, alors qu'il n'y a pas de capacité de détecter, ou en tout cas de classifier la valence des mots non conscients. Je vous montre la figure que j'avais présentée trop brièvement la semaine dernière pour vous l'expliquer un petit peu mieux. Chaque panneau ici représente une expérience différente. Vous voyez que le nombre de sujets est absolument considérable et c'est ce qui fait l'intérêt de ces expériences. Vous avez la durée d'amorce, par exemple, de 17 millisecondes ici, qui est extrêmement brève, et les deux axes représentent en horizontal la valeur de D' pour le jugement direct sur l'amorce, donc qui doit être proche de 0 si les sujets ne sont pas conscients. Vous voyez qu'ici, à 17 millisecondes, toutes les mesures sont centrées sur 0. Ça veut dire que le sujet n'arrive pas à extraire de l'information consciente sur le mot amorce. Et pourtant, donc, sur l'axe des Y, vous avez le deuxième D', qui est le D' qui mesure l'influence non consciente sur le jugement sémantique conscient ultérieur. La limite de 0 est ici. Vous voyez que le nuage est déplacé vers le haut. Et alors la méthode de Greenwald consiste à regarder non seulement la moyenne des D' sur l'axe vertical, qui est ici légèrement au-dessus de 0, mais aussi de faire une régression et de montrer qu'on ne peut pas expliquer cette moyenne par une influence d'un D' qui serait éventuellement positif. Donc il regarde l'intersection de cette droite de régression avec l'axe vertical. Ça lui donne une indication dans sa méthode de quelle serait la performance des sujets, quelle serait l'influence non consciente des sujets lorsqu'on se place à un D' nul pour la tâche directe, donc dans une situation de pure non-conscience. C'est une méthode intéressante qui permet même, par exemple, à des durées de 33 millisecondes ou de 50 millisecondes, lorsque le D' est relativement positif sur la mesure directe. Donc, Hollander conclurait qu'il y a ici clairement une possibilité à certains essais au moins de voir l'amorce, mais la méthode de Greenwald suggère que ça n'explique en aucun cas l'effet d'influence non consciente dans la mesure où même à D' 0 ici, eh bien, on continue d'observer un effet d'amorçage. Donc, à la fois introduction d'une méthode nouvelle et surtout suggestion que les sujets peuvent, à très grande vitesse, classifier, faire des jugements de valence sémantique et recevoir des influences non conscientes à un niveau sémantique sur ces jugements. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette affaire, c'est que là, on est en 1996, on est dans Science,
on a une série d'expériences qui sont extrêmement convaincantes. Et 4 années plus tard, les mêmes auteurs, toujours Anthony Greenwald, en 2000, dans une autre revue très prestigieuse, Psychological Science, torpillent leur propre travail, ce qui est toujours élégant, en montrant eux-mêmes qu'il y avait un défaut dans l'expérience initiale et que les résultats peuvent tout à fait s'expliquer sans faire l'hypothèse d'un traitement sémantique. Donc on a un retournement complet. Et l'histoire de ces effets sémantiques au niveau non conscient est peuplée de retournements de situations comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette expérience de Greenwald ne fonctionne pas? Eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils ont utilisé comme amorce les mêmes mots qui servent parfois de cible. Et donc, les mots amorces qui ne sont pas vus consciemment, à l'essai suivant, peuvent tout à fait être vus consciemment. Alors, pourquoi est-ce que c'est grave? Eh bien, parce que ça veut dire que même des fragments de lettres des mots pourraient avoir une influence sur l'amorçage. Et pour le montrer directement, Greenwald avec Abrams utilise des amorces qu'on pourrait appeler pièges, qui reprennent certaines lettres des mots cibles. Ça rappelle un petit peu l'expérience de Quider et Dupuy qui est postérieure, mais que je vous avais présentée la semaine dernière. Par exemple, prenez les mots smut et bile, qui sont tous les deux, si vous comprenez l'anglais, des mots de valence fortement négative. Maintenant, si vous combinez les mêmes lettres, un petit peu comme dans mon expérience d'anagramme, vous pouvez obtenir le mot smile. Okay. Et smile, évidemment, est de valence positive. Vous avez une situation où ces mots-là ont été classifiés consciemment par les sujets de manière négative, et la question c'est est-ce que ce mot-là, lorsqu'il est présenté de façon non consciente, et lorsqu'il n'est jamais vu par le sujet de façon consciente, c'est très important, est-ce que ce mot-là va être traité au niveau sémantique et donc avec une valence positive, ou bien est-ce qu'il va être traité sur le plan des fragments de lettres, auquel cas il ressemble à ces mots de valence négative qui sont vus consciemment par le sujet, et il devrait être classé de façon négative? Eh bien, le résultat est extrêmement clair. Lorsque ces mots pièges sont utilisés comme amorce subliminale, l'effet d'amorçage s'inverse totalement. Et donc l'effet ne vient pas d'un niveau sémantique, l'effet vient des fragments de lettres qui ressemblent aux mots qui sont utilisés comme cible. Donc, je vous montre ces données qui sont assez amusantes. Ici, vous avez les mots qui sont utilisés dans l'expérience, qui sont vus consciemment par les sujets et qui sont aussi utilisés comme amorce non consciente. Donc tulip et humor ont une valence positive et conduisent à un déprime vers le haut ici, ce qui veut dire que les sujets effectivement reçoivent une influence dans le sens d'une valence positive, et alors que smut et bile, qui sont aussi vus consciemment, mais utilisés comme amorce non consciente, conduisent à une valence négative. Bon, jusqu'ici, c'est le même résultat que dans l'expérience de Science. Maintenant, vous présentez d'autres sortes d'amorces pièges. Par exemple, ULIP, ça ne veut absolument rien dire, mais ça reprend les lettres des mots cibles de valence positive, et vous voyez que même quelque chose qui n'a aucune signification ici conduit à un biais vers la valence positive et inversement pour le mot constitué de fragments de mots négatifs. Plus important encore, vous présentez de vrais mots comme tumor, qui sont faits d'un mélange de mots de valence positive, mais qui en eux-mêmes devraient être de valence négative. Vous voyez qu'ils sont classés comme des mots de valence positive. Il n'y a aucun effet du contenu sémantique négatif de ces mots-là. Et finalement, vous présentez des mots qui sont de valence positive ou négative, mais qui ne sont jamais vus consciemment dans l'expérience, qui sont des mots qui sont réservés, c'est une liste qui est réservée pour la présentation non consciente, et là, vous n'obtenez aucun effet. Alors c'est dramatique, ça veut dire que l'influence d'un stimulus subliminal dépend du fait de le voir également consciemment à d'autres essais de la même expérience. Ça veut dire aussi que cette influence n'est pas sémantique, mais que cette influence vient des fragments de lettres, au moins dans cette expérience-ci. Je dois vous avouer que quand j'ai vu ces résultats, je n'étais pas si surpris que ça, parce que je dois dire que forcer un sujet à faire un jugement de classification sémantique en moins de 400 millisecondes, ça semblait quelque chose d'un peu extraordinaire. Et je crois qu'en 400 millisecondes, on a beaucoup de raisons de penser, si on inclut là-dedans des délais de perception visuelle et des délais de programmation de motrice, on a pas mal de raisons de penser qu'il est difficile pour le cerveau d'avoir déjà extrait la valence sémantique des objets. Et donc j'avais toujours trouvé le résultat de Greenwald dans Science assez surprenant. Et ici, il montre bien que ça n'est pas un niveau sémantique qui contribue à la réponse, c'est un niveau de traitement des lettres et une espèce d'association de certaines lettres avec la réponse positive ou négative. Alors, le test de l'extension à des stimuli subliminaux nouveaux est devenu un test de référence pour tester justement à quel niveau se situe le traitement des stimuli subliminaux. Vous voyez que dans le cas de Greenwald, lorsqu'on introduit des mots nouveaux qui servent qu'en amorce mais pas en cible, ici l'effet disparaît totalement. Et donc on peut voir de cette manière-là que ce n'est pas vraiment le contenu sémantique qui est extrait automatiquement. Donc,
il faut utiliser comme amorce une liste de mots différents des mots cibles pour avoir une sorte de test pur de ce qui survient avec ces mots-là, en l'absence d'influence du fait qu'ils soient vus consciemment ailleurs dans l'expérience. Si on teste des mots qui sont vus consciemment ailleurs dans l'expérience, on court le risque d'associations qu'on pourrait appeler sensorimotrices directes, c'est le terme de Neumann et Klotz, c'est-à-dire que des fragments des stimuli deviennent associés à des réponses motrices que le sujet utilise pour répondre rapidement comme on lui demande. Alors, le test de l'extension à des mots nouveaux donne lieu à d'intenses débats. La semaine prochaine, nous parlerons du cas particulier des nombres. On a contribué dans le laboratoire à ce débat avec toute une série d'expériences sur le traitement des nombres. Mais au sein des mots, pour rester dans le domaine des mots cette semaine, eh bien, une expérience de Damian, par exemple, en 2001, montre extrêmement clairement que si vous demandez à des sujets de faire une classification sémantique entre des objets qui sont grands et des objets qui sont petits, eh bien, des amorces qui ne sont jamais vues consciemment n'ont pas d'effet. Autrement dit, dans son expérience, il n'y a pas d'effet d'amorçage sémantique pour des mots qui sont vus pour la première fois, qui ne sont pas vus plutôt, qui sont présentés pour la première fois de façon non consciente. Par contre, Greenwald rétorque en suggérant que quand même dans son expérience, le niveau où se situe l'association n'est pas strictement sensorimoteur. Et ça, c'est une expérience assez intéressante, qui est due donc à Abrams en premier auteur ici. Il montre que l'on peut séparer une expérience en deux blocs et changer les mains de réponse entre les deux blocs. Voyez. Donc, par exemple, la main qui sert à répondre valence positive est la main droite, et la main qui sert à répondre valence négative est la main gauche, et au milieu de l'expérience, vous inversez ces deux réponses. Alors, de cette manière-là, si vous réservez des listes de mots pour la première moitié et pour la deuxième moitié de l'expérience, et si vous les faites passer du conscient au non conscient, eh bien vous pouvez tester si l'association non consciente qui a été démontrée en 2000 est une association avec la main, ou est-ce que c'est une association avec la catégorie de réponse. Et les résultats sont extrêmement clairs. Les mots subliminaux, plutôt les fragments de lettres, puisque c'est ça qui a l'air de survenir dans cette expérience, les fragments de lettres sont associés non pas à la main, mais sont associés à la catégorie de réponse. Et donc, lorsque vous changez l'assignation de ces catégories à des mains, eh bien, vous inversez complètement l'association. Donc, c'est quand même un jugement relativement abstrait qui est mis en jeu dans les expériences de Greenwald. Et alors, plus récemment, en 2007, en utilisant des centaines de sujets, des durées de présentation un petit peu plus longues, des listes de mots savamment contrôlées, de sorte qu'il n'y ait pas de ressemblance visuelle, qu'on puisse annuler ce facteur de ressemblance visuelle qui a une influence tout à fait massive, eh bien, ils finissent par montrer qu'il y a aussi une petite influence sémantique dans leur tâche. Vous voyez, c'est une situation un peu particulière où il y a de nombreuses influences subliminales. La majorité est visuelle, mais on peut s'arranger pour rendre les influences visuelles, je dirais, constantes et donc les annuler en quelque sorte. Et à ce moment-là, prétendent Greenwald et collaborateurs, eh bien, on finit par observer un effet d'amorçage sémantique. Alors, ça continue à être débattu, et une des choses qui est débattue, c'est à quel point la catégorie sémantique qui est utilisée permet au sujet de faire une sorte de liste à l'avance de toutes les amorces possibles, et donc d'obtenir des effets d'amorçage simplement parce que les amorces ont été en quelque sorte pré-catégorisées. Même si elles ne sont pas présentées consciemment au sujet, le sujet peut savoir si, par exemple, il s'agit de noms de couleurs, il peut connaître l'ensemble des noms de couleurs et se préparer à faire des associations avec chacun de ces mots. Alors, il y a donc un débat pour savoir si la taille de la catégorie sémantique et la capacité de prédire l'ensemble des membres de la catégorie a une influence sur ces effets d'amorçage sémantique. Ça devient très technique et on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais il y a une expérience de Vandenbusch et Reinwood, pour ceux que ça intéresse, qui est assez bien faite et qui suggère qu'on continue d'observer des effets d'amorçage sémantique non conscients, même avec des catégories de mots qui sont très ouvertes et qui donc ne pourraient pas s'expliquer ces effets d'amorçage par une sorte de liste préétablie de mots appartenant à la catégorie. Vous voyez que le débat est extrêmement contemporain, je pense qu'il n'est pas clos. Je pense aussi que les conditions expérimentales sont tout à fait cruciales dans cette affaire. Et l'expérience de Greenwald, quelque part, ne favorise pas un traitement sémantique parce qu'en forçant les sujets à répondre aussi vite, finalement, elle maximise les influences visuelles précoces au détriment des influences sémantiques. On va voir par la suite qu'il y a d'autres expériences qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Je vous en montre une tout de suite, à vrai dire, puisque je vois que j'ai la diapositive là. Je pense que beaucoup de gens ont oublié cette expérience de Delacroix et Granger dans Cognition en 1999, qui montrait, à ma connaissance, avec tous les critères méthodologiques que chacun requiert, et notamment Hollander, eh bien, qu'il peut y avoir des effets d'amorçage avec des images qui influencent des mots.
L'expérience, toujours suivant le même principe, consiste à flasher un stimulus, mais ici c'est une image, par exemple une grappe de raisin suivie du mot raisin. L'image subliminale est rendue subliminale par un temps de présentation très court et un masquage, vous voyez, avec des grilles. Et le D' dans cette expérience est strictement nul dans la tâche directe, alors qu'il y a un effet de congruence sémantique entre la catégorie de la cible et la catégorie du mot. Ce qu'on peut voir dans cet histogramme ici. Donc, vous avez les temps de réaction des sujets en classification sémantique des mots, ou je crois que, je ne sais plus si c'est décision lexicale ou classification, non c'est ça, catégorisation naturelle artificielle, je l'ai noté ici. Donc, les sujets catégorisent le mot cible, ne savent pas qu'il y a une image qui précède, ceci est décrit d'ailleurs comme un signal pour le sujet, tout simplement, on ne leur dit pas qu'il y a une image. Néanmoins, lorsque l'image est identique au mot, donc correspond au mot, vous avez une réduction du temps de réaction, mais aussi lorsque l'image appartient à la même catégorie sémantique, par rapport au cas où elle n'appartient pas à la même catégorie sémantique. L'effet est quand même d'une vingtaine de millisecondes ici, et le D' est rigoureusement nul, mais donc ça constitue une expérience particulièrement intéressante, je trouve, d'amorçage sémantique non conscient. Donc, vous voyez toute la difficulté, il s'agit de se placer dans les meilleures conditions pour arriver à obtenir ces effets sémantiques non conscients. Alors, je voudrais terminer dans les 20 prochaines minutes en mentionnant l'apport tout à fait particulier des mesures d'activation cérébrale à cette question du traitement sémantique des mots. Pourquoi se fonder plus particulièrement sur les méthodes d'activation cérébrale ? Eh bien, on peut considérer que les mesures comportementales ne reflètent que tout à fait indirectement le traitement du stimulus subliminal, puisque non seulement il faut qu'il y ait un traitement subliminal, mais il faut aussi que l'effet reste suffisamment longtemps et qu'il aille jusqu'au niveau où il va influencer la réponse du sujet et influencer le temps de réaction du sujet. Alors, il est tout à fait possible qu'on n'observe pas d'effet dans le comportement des sujets pour différentes raisons, même s'il y a un traitement subliminal des mots, peut-être parce que l'effet s'est dissipé avec le temps, peut-être parce que l'effet ne s'est pas propagé jusqu'au niveau de la réponse motrice. Alors, au contraire, l'activation cérébrale peut fournir une mesure, et notamment dans le cas des mesures en temps réel, une mesure à chaque instant de l'état du système, et notamment aller voir s'il y a une activation à un niveau qui pourrait être qualifié de sémantique. Autrement dit, et ce point avait été fait par Saul Sternberg dans le séminaire, dans le premier cours que j'avais donné il y a 3 ans, les mesures d'activation cérébrale peuvent fournir une sorte d'indice beaucoup plus pur d'une étape de traitement particulière. Ici, on cherche à capturer une étape de traitement qui est probablement très brève, dans la mesure où il s'agit d'un traitement subliminal. Donc, en particulier, les mesures avec une bonne résolution temporelle, telles que l'électroencéphalographie ou la magnétoencéphalographie, vont être extrêmement intéressantes pour essayer d'isoler un moment particulier du traitement de l'information où il y aurait un traitement subliminal. Alors, dans ce domaine, il y a une expérience, et plutôt une série d'expériences qui ont été menées par Marcus Kiefer, que je trouve tout à fait importante dans la mesure où elles montrent clairement des influences sémantiques d'un stimulus non conscient sur une onde qui s'appelle l'onde N400, qui est facile à mesurer en potentiel évoqué, et avec des conditions de contrôle qui répondent à nouveau à tous les critères que l'on souhaite avoir pour un traitement sémantique non conscient. Donc, il s'agit d'une tâche de décision lexicale. Le sujet catégorise des mots conscients suivant qu'il pense qu'il s'agit d'un mot du lexique ou pas. Chaque mot est précédé d'un autre mot qui peut être conscient ou pas et qui peut être ou non relié sur le plan sémantique. Donc on va regarder évidemment s'il y a une accélération du temps de réaction, mais aussi s'il y a une onde N400 en fonction du lien sémantique entre l'amorce et la cible. Toujours le même principe. Donc vous avez ici un exemple, table suivi de chair. Et vous voyez que dans la condition démasquée, il y a tout simplement le mot suivi d'un autre mot, mais dans la condition masquée, il y a ces masques supplémentaires qui rendent totalement invisible la présentation du mot subliminal. Bien. Les mots amorces ne sont jamais vus comme cible, ça veut dire qu'il y a une liste réservée de mots amorces, et les performances sur plusieurs tâches directes sur le mot amorce sont au niveau du hasard. Donc on est là dans des conditions où on peut avoir une sorte de preuve objective, de mesure objective directe qui suggère que les sujets n'ont pas d'informations sur les mots non conscients. Et pourtant, il existe un effet d'amorçage comportemental. Vous voyez ici les temps de réaction du sujet et aussi les taux d'erreur. Ici, ce sont les taux d'erreur et ici les temps de réaction. Vous voyez que le temps de réaction est accéléré dans la condition reliée par rapport à la condition non reliée, que les mots soient masqués ou que les mots soient démasqués. Il y a aussi un effet sur le taux d'erreur. Et le plus important, c'est dans les potentiels évoqués. Vous avez une onde qui s'appelle la N400, qui survient aux alentours de 400 millisecondes. Ce que vous voyez ici, ce sont les potentiels évoqués sur l'une des électrodes P01 ici
dans la différence entre les conditions reliées ou non reliées. Toujours pour bien comprendre, le sujet voit le même mot final, il fait la même tâche de catégorisation sémantique, mais il reçoit une influence d'un mot précédent qui est congruent ou pas sur le plan sémantique avec le mot cible qu'il est en train de juger. Donc la condition de non-congruence sémantique conduit à cette onde N400 qui est bien connue. Dans le cas démasqué, vous voyez que cette onde est tout à fait importante, mais elle existe également dans le cas masqué. Et on peut voir également, ici je crois que c'est l'électrode de gauche et l'électrode de droite, et on peut voir également la topographie de ces effets. Et il y a un deuxième papier dans NeuroReport de Marcus Kiefer et collaborateurs qui montre clairement qu'on observe donc cette onde N400 avec sa topographie caractéristique dans le cas de stimuli masqués. Mais de façon intéressante, si on manipule l'intervalle entre l'amorce masquée et le mot cible, eh bien on observe une dissipation assez nette de l'effet de N400 ici, lorsque cet intervalle devient suffisamment grand. Autrement dit, il montre à la fois qu'il y a une activation cérébrale que tout le monde s'accorde à dire survient d'un niveau sémantique, mais aussi que cette activation cérébrale se dissipe très très vite dans le temps. Ces effets se dissipent très vite dans le temps. Et donc, il faut, dans les situations comportementales, arriver à trouver une situation où le sujet reçoit une influence dans son comportement d'un effet qui est extrêmement court. Bien. Moi, je considère que ces expériences sont quand même une preuve tout à fait claire d'un traitement sémantique non conscient dans le domaine du masquage. Alors, si on sort du domaine du masquage, je vous avais fait dans les cours précédents une longue liste de conditions expérimentales où l'on peut présenter des stimuli de façon non consciente. Il existe en particulier cette condition qu'on appelle le clignement intentionnel ou attentional blink en anglais. Et une expérience absolument remarquable de Steve Luck et collaborateurs suggère que le sens des mots peut être traité de façon essentiellement inchangée au cours du clignement intentionnel. C'est une expérience qui était parue dans Nature en 1996, qui avait fait grand bruit. Alors l'expérience est un tout petit peu compliquée, mais elle obéit toujours, je dirais, au même genre de règles. On va commencer par présenter un mot qui définit le contexte ici, et ce mot-là, cette fois-ci, est conscient. Ce qui ne va pas être conscient, c'est le mot suivant. Ici, vous voyez qu'il y a un mot caché qui peut être foot ici, dans le cas relié, donc shoe, foot, ou bien dans le cas non relié, pickle, rope, par exemple. Il va y avoir des conditions où il y a un lien sémantique, et conditions où il n'y a pas de lien sémantique, et on va à nouveau regarder si on observe une onde N400 à un stimulus qui est présenté pendant une durée relativement brève, 83 millisecondes, qui est présenté dans tout un enchaînement de chaînes de lettres qui sont présentées au même endroit dans le champ visuel. Mais ce qui crée l'invisibilité ici, ce n'est pas seulement les masques. S'il n'y avait que les masques, ça ne suffirait pas. Le sujet parviendrait à voir le mot cible. Ce qui crée l'invisibilité, ou en tout cas la moindre visibilité, c'est la présence de ce stimulus T1 ici, qui est une cible pour les sujets. Les sujets doivent faire un jugement de parité, ils doivent dire si ces chiffres sont pairs ou impairs. Et on va présenter la cible T2, donc le mot, à un moment variable après la présentation de la cible T1. Bon, c'est le paradigme classique d'attentional blink, et on observe que si on demande au sujet, après la fin ici du défilé des formes des lettres sur l'écran, de dire quel était le mot qui était caché, vous voyez que ici c'est le taux de réussite des sujets pour rapporter quel était le mot qui était caché, eh bien, les sujets y arrivent sans difficulté aux alentours de 90-95% corrects lorsqu'ils n'ont que cette tâche-là à faire. Donc le masquage à lui tout seul ne suffit pas. Si on ne fait pas attention aux chiffres, on est à des performances très bonnes ici, quel que soit l'intervalle entre les chiffres et le mot. Par contre, si on fait attention aux chiffres, vous voyez que les performances pour rapporter l'identité du mot chutent dramatiquement. C'est donc bien ce phénomène de clignement intentionnel à un intervalle de 3 objets, donc 3 fois 83 millisecondes, ici ça correspond à peut-être 260 millisecondes, eh bien vous voyez qu'il y a une chute tout à fait radicale des performances. Autrement dit, quand on est engagé dans une première tâche, on n'arrive pas à faire attention à ce mot. Bien. Ce n'est pas une condition d'invisibilité parfaite ici, mais vous voyez que c'est une condition de moindre visibilité, au moins à certains essais. Eh bien, ce que regarde ensuite Steve Luck et collaborateurs, c'est l'onde N400 évoquée par ce mot en soustrayant la condition reliée de la condition non reliée. Et ce qu'ils observent,
c'est qu'on a donc bien cette onde N400. Alors ne vous laissez pas tromper, hein, la négativité vers le haut, comme c'est le cas parfois dans ces expériences de potentiel évoquées, donc c'est bien une onde négative. Et si on regarde d'abord la condition où les sujets ne font attention qu'au mot lui-même, vous voyez qu'elle est très vaste et elle ne change pratiquement pas, ou pas beaucoup, avec l'intervalle entre les chiffres et le mot. Par contre, si les sujets font attention aux chiffres, donc c'est la condition ici, double cible, qui donne le clignement intentionnel, eh bien vous voyez que, quelle que soit l'électrode sur laquelle on regarde, frontale, centrale ou pariétale, vous avez pratiquement la même onde N400, quel que soit l'intervalle entre les cibles. Alors le contraste, si vous voulez, c'est entre les rapports du sujet, qui ne sont pas capables de rapporter le mot et qui présentent ce V caractéristique, et l'onde N400 qui ne présente absolument pas cette diminution. Donc l'onde N400, elle est totalement indépendante du fait que les sujets puissent ou ne puissent pas rapporter l'identité d'un mot au cours du clignement intentionnel. Autrement dit, l'onde N400 traduirait un traitement sémantique des mots indépendant de la capacité des sujets de le rapporter consciemment. Alors cette notion-là, avec Claire Sergent, au laboratoire, nous avons pu en quelque sorte en donner une preuve indirecte. Ce n'est pas un test direct d'un niveau de traitement sémantique, mais nous avions fait des images avec Claire Sergent du déroulement temporel des activations cérébrales au cours du clignement intentionnel. Et dans notre expérience, un avantage sur celle de Luck et collaborateurs, c'est que nous avions vraiment un rapport subjectif du sujet qui nous disait « j'ai vu ou je n'ai pas vu les stimuli ». Donc il y avait un certain nombre d'essais où on pouvait affirmer que le sujet utilisait la catégorie la plus basse de son échelle de visibilité pour nous dire « je suis sûr qu'il n'y avait pas de stimulus », alors qu'il y en avait un. Donc dans cette expérience, on avait pu montrer donc une catégorie d'essais qu'on appellera « pas vu », où il y avait un mot sur l'écran, mais le sujet rapportait qu'il n'y en avait pas, comparer une situation où il n'y avait pas de mot, et de la même manière, on pouvait comparer une situation d'essai vu, où le mot était présent, il était rapporté comme étant présent par le sujet, contraster une situation où le mot est absent. L'intérêt de faire la soustraction des activations lorsqu'il n'y a pas de mot, c'est de soustraire toutes les activations qui sont très nombreuses, qui sont évoquées par la cible T1, par les masques successifs qui se déroulent sur l'écran. Donc lorsqu'on fait cette soustraction, notre idée c'était de pouvoir suivre le traitement d'un mot lorsqu'il n'est pas vu et lorsqu'il est vu, contrasté à une situation où il n'y a pas de mot du tout. Et je vais vous montrer donc simplement cette activation. On en reparlera, je pense, l'année prochaine parce qu'elle est intéressante sur le plan du contraste entre conscient et non conscient. Mais si on se focalise donc sur la condition du haut, qui est la situation de traitement subliminal, vous voyez que vers 100 millisecondes ici, vous avez une entrée en activité des régions occipitales, probablement extrastriées, qui correspond à un premier traitement visuel des stimuli, avec aucune différence entre traitement conscient et non conscient. Si on continue, évidemment il s'agit d'une reconstruction, donc la localisation est à prendre un tout petit peu avec des pincettes, parce que vous savez que sur la base de l'électroencéphalographie, il n'est pas facile de remonter aux sources des activations. Néanmoins, vous voyez que l'activation s'étend dans la voie occipito-temporale ventrale. L'activation est sans doute trop diffuse ici, mais probablement ça correspond à donc l'entrée en activité de régions un petit peu plus en avant dans la hiérarchie visuelle. Et là encore, un immense traitement non conscient, pratiquement pas différent du traitement conscient. Et même par la suite, lorsque vous avez une divergence du traitement conscient qui, vous voyez, donne lieu à plus d'activations, et en particulier à des activations qui envahissent le cortex frontal, on y reviendra, Mais si j'arrête le film maintenant, vous voyez que le traitement non conscient a continué, on est maintenant vers 300, 400 millisecondes, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir qu'il est confiné aux régions temporales. Un petit peu comme si, là, il y avait un envahissement de réseaux temporaux, dont on peut penser à la suite de Steve Luck que certains correspondent à un traitement sémantique, mais sans cette capacité de propager cette activation à d'autres niveaux qui correspondraient en particulier à un accès au cortex préfrontal. Donc, il faudrait prolonger ces expériences pour être capable de montrer si oui ou non, parmi ces régions, il y en a certaines qui correspondent à un niveau de traitement sémantique ou pas. On peut évoquer dans ce domaine une expérience qui a été faite qui, par soustraction, permet de montrer effectivement qu'un niveau de traitement sémantique semble atteint. C'est l'expérience de Devlin et collaborateurs dans PNAS en 2004, qui utilise à nouveau l'amorçage, mais cette fois-ci en contrôlant finement les relations qui peuvent exister entre les différents mots. Alors, vous avez évidemment une condition non reliée, vous avez deux mots qui n'ont pas de relation particulière. Vous avez une condition de relation orthographique, par exemple passive suivi de pass, où il y a évidemment une relation
de partage de nombreuses lettres ici. Vous avez une condition de relation sémantique, ce sont des synonymes, sofa, couch, sofa, canapé. Et puis vous avez une condition de lien morphologique où vous avez à la fois un lien orthographique et un lien sémantique. Par exemple, hunter, hunt, chasser, chasse. Alors, cette conception expérimentale permet donc de croiser les relations orthographiques et les relations sémantiques. Et ce qui est tout à fait intéressant dans l'expérience de Devlin, c'est de voir que ça correspond à des aires cérébrales différentes. Donc je vous montre tout de suite l'ensemble du résultat. Il trouve, comme dans nos expériences antérieures, un effet orthographique, donc c'est en bleu ici, dans la région de la forme visuelle des mots au niveau occipito-temporal gauche, mais il trouve quelque chose en plus, qui est un effet de relation sémantique, que ce soit relation sémantique pure de synonymie ou relation morphologique comme chasseur-chassé. Et cet effet d'amorçage se situe dans une autre région, qui est une région latérale du lobe temporal, qui donc semble bien coder un autre niveau de traitement. On passe d'un niveau orthographique à un niveau du contenu sémantique des mots. Dans le temps de réaction, c'est assez intéressant de voir que les temps de réaction sont dominés par l'effet orthographique et que l'effet sémantique n'a pas l'air de contribuer de façon significative, en tout cas, à ces temps de réaction. Donc on est bien dans la situation que je vous disais au départ, ça peut être une situation où le temps de réaction, qui est la somme finalement de toute une série d'étapes, peut montrer une influence d'un niveau mais pas d'un autre, alors que ces deux niveaux, orthographique et sémantique, semblent avoir une influence sur deux aires cérébrales bien différentes. L'intérêt d'obtenir ces mesures d'activation cérébrale qui fournissent une sorte de mesure pure d'une étape de traitement. Dans cette même région, qui est observée ici dans le lobe temporal, eh bien nous l'avions observé, je passe très vite, avec Kimihiro Nakamura, dans une expérience où nous avions prolongé nos expériences de répétition de mots, mais en japonais, pour lesquels il existe deux systèmes d'écriture complètement différents, les kanji et les kana, qui obéissent à des règles très distinctes. L'un est un syllabaire, l'autre est un système dans lequel les mots sont représentés de façon beaucoup plus directe, par des sortes de logogrammes. Et nous avions observé un effet d'amorçage tout à fait clair, quel que soit le changement de notation. Donc ça va vraiment bien au-delà d'un changement de minuscule à majuscule. Et de façon très intéressante, exactement la même région que dans l'expérience de Joe Devlin, montrait un effet d'amorçage entre kanji et kana, ce qui suggère un niveau de traitement, on ne sait pas très bien lequel exactement, mais probablement lexico-sémantique, une représentation qu'il s'agit bien du même mot, alors que les systèmes d'écriture sont complètement différents. Je termine simplement en vous mentionnant une dernière série d'expériences qui présente la particularité de cesser de parler de la sémantique en général pour poser la question de la sémantique d'un niveau de traitement tout à fait particulier, les mots émotionnels, le contenu émotionnel des mots. Parce que dans ces expériences d'amorçage, on regarde des liens sémantiques entre un mot et un autre qui peuvent survenir à toutes sortes de niveaux particuliers, mais dans cette expérience particulière, Raphaël Gaillard et Lionel Nakache se sont intéressés à regarder ce qui se passe dans l'amygdale, dont on peut penser qu'elle joue un rôle particulier dans le traitement des mots à émotion, et notamment des mots à émotion négative. Donc, ils se sont servis d'une situation qui existe dans un contexte clinique, de patients épileptiques chez qui on va implanter des électrodes profondes qui vont permettre d'enregistrer les crises d'épilepsie, de déterminer leur source, mais aussi, avec l'accord du patient, d'enregistrer des signaux électriques entre les crises, dont on suppose qu'ils sont dans une certaine mesure normaux. Ça fait évidemment l'objet d'un débat, et donc d'obtenir des enregistrements à l'intérieur même de l'amygdale. Alors ici, ils ont utilisé, en plus de ces enregistrements, un paradigme d'amorçage masqué, de présentation masquée plutôt, dans lequel il y a un mot seul qui est présenté pendant une durée très brève, 29 millisecondes, et qui peut être soit masqué, soit démasqué en retirant le deuxième masque ici, ce qui rend le mot tout à fait conscient. Alors, les mots peuvent être menaçants ou non menaçants, et l'expérience est bien contrôlée, elle tient compte des critiques de Greenwald et collaborateurs. Les mots masqués ne sont jamais vus consciemment, on utilise des listes différentes de mots pour les mots masqués et pour les mots démasqués, et des mesures objectives et subjectives de la perception des mots montrent qu'il y a bien une situation de non-conscience avec un déprime nul. Néanmoins, les électrodes amygdaliennes chez 3 patients montrent une déviation particulière pour les mots neutres par rapport aux mots menaçants, donc une divergence en fonction du contenu sémantique des mots. Et vous voyez que cette divergence existe à la fois pour les mots démasqués et pour les mots masqués. Ce qui est tout à fait étonnant dans cette expérience, c'est la latence de ces effets. Vous voyez qu'on a des effets qui sont extrêmement tardifs ici. Ils se situent au-delà de 800 millisecondes pour cette électrode particulière, mais ils sont significatifs.
Ils sont un peu plus rapides dans le cas démasqué que dans le cas masqué. Donc on peut supposer qu'il y a toute une série d'étapes de traitement antérieures, probablement corticaux, qui permettent d'identifier le mot, d'accéder au lexique, d'accéder à son sens, qui finissent par conduire à cette activation amygdalienne tardive et qui peuvent être plus rapides dans le cas démasqué que dans le cas masqué. Mais c'est tout à fait impressionnant de voir il doit y avoir dans le cerveau une chaîne de traitement du mot qui conduit finalement à cette activation en fonction du contenu sémantique émotionnel des mots. Et cette activation donc, suggère que certains traits sémantiques, peut-être pas tous, mais au moins le contenu émotionnel, qui est un aspect particulièrement saillant de certains mots, eh bien, ce contenu peut être activé à l'intérieur de l'amygdale, être codé par certains neurones de l'amygdale, sans que nous n'en ayons conscience. Et pour terminer, Raphaël Gaillard et Lionel Nakache sont allés un petit peu plus loin. Ils se sont posé la question de savoir s'il pouvait y avoir un effet de ce traitement non conscient des stimuli émotionnels sur leur accès même à la conscience. Et si on imagine qu'il y a une activation supplémentaire dans le cerveau, dans l'amygdale, pour des mots émotionnels, est-ce que ça ne devrait pas faciliter l'accès à la conscience, dans la mesure où le mot émotionnel devient saillant, il a une représentation supplémentaire dans le cerveau. Et donc, l'idée ici était de mesurer le seuil d'accès à la conscience en faisant varier le SOA, donc l'intervalle temporel entre le mot masqué et le masque ultérieur, et en regardant si les mots émotionnels échappaient plus vite au masquage. D'accord ? Alors, l'expérience a été faite avec toutes sortes de précautions méthodologiques intéressantes, et notamment une précaution qui s'est avérée essentielle et importante, c'est d'utiliser des listes de mots différentes présentées avec des SOA en ordre ascendant ou des SOA en ordre descendant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que lorsqu'on arrive à ces délais critiques, où on va voir qu'ici il y a un effet, eh bien, il faut tenir compte du fait que le sujet a déjà vu le mot consciemment ou ne l'a pas déjà vu. Ça peut avoir une influence tout à fait considérable si c'est la première fois que vous découvrez le mot ou si au contraire vous savez qu'il est dans l'expérience et vous allez le revoir une deuxième fois, une troisième fois. Alors, à la fois avec une mesure objective et une mesure subjective. La mesure objective, ça consiste à essayer de nommer le mot. La mesure subjective, simplement à dire à quel point il était visible. Eh bien, si vous regardez donc, ici c'est en axe des X, l'intervalle temporel qui démasque progressivement le stimulus, donc les performances s'améliorent, à la fois en objectif et en subjectif. Vous voyez que les deux courbes ici correspondent, celle du haut au mot émotionnel, celle du bas au mot neutre. Les mots émotionnels sont rapportés plus souvent, sont nommés mieux que les mots neutres, à des intervalles comparables, et subjectivement, vous avez un parallélisme presque parfait entre ces courbes ici, subjectivement, le sujet rapporte également qu'il a vu le mot mieux lorsque c'était un mot émotionnel que lorsque c'était un mot neutre, et ceci tout à fait indépendamment du fait que vous soyez dans l'ordre ascendant ou dans l'ordre descendant. Ça a un effet en soi, et donc vous voyez que les deux effets ici existent. Si on regarde juste les données avec le SOA du milieu, à 66 millisecondes, vous voyez qu'il y a à la fois un effet du contenu émotionnel des mots et il y a un effet de l'avoir vu auparavant. Donc les deux comptent. Lorsqu'on a déjà vu un mot auparavant, le seuil est abaissé et on perçoit mieux ce mot lorsqu'il est présenté de façon masquée. Mais tout à fait indépendamment de ça, même la première fois qu'on voit le mot, eh bien, le seuil est abaissé lorsque son contenu est émotionnel. Les mots émotionnels sont plus facilement visibles. Je crois que c'est une expérience que nous faisons tous lorsque nous lisons un livre, d'avoir parfois un mot qui saute aux yeux lorsqu'on regarde une page, parce qu'il a un contenu émotionnel particulier. De façon tout à fait intéressante, et pour conclure, puisqu'il y a une tâche de dénomination ici, on peut reprendre la question qui avait animé Greenwald dans son tout premier travail, c'est-à-dire lorsque le sujet se trompe et ne parvient pas à nommer le mot, est-ce qu'il donne quand même un mot de la bonne catégorie sémantique ? Alors Raphaël Gaillard a fait juger à une personne tout à fait indépendante les productions des sujets, il leur a simplement demandé est-ce que c'est émotionnel ou pas, en utilisant un critère un petit peu lâche. Et de façon tout à fait remarquable, lorsque le mot masqué est à contenu émotionnel, que le sujet fait une erreur, il a tendance, plus souvent que le hasard, à donner un mot à contenu émotionnel. Et lorsque le mot est neutre, il donne un petit peu moins souvent, il y a une différence très significative ici, un mot à contenu émotionnel. Autrement dit, l'émotion subliminale, dont on a vu qu'elle était inscrite dans l'amygdale, va influencer le contenu même des productions, des devinettes que le sujet va essayer de produire, et souvent de façon erronée, lorsqu'il essaye de nommer, lorsqu'on le force à nommer un mot qu'il n'a pas vu. Donc le contenu sémantique est là, il est sous-jacent, il biaise la réponse du sujet, même lorsque le sujet ne parvient pas à nommer le mot.
Alors, c'est ma conclusion. Je crois que sur le plan comportemental, ça continue à être très difficile de mesurer des effets de traitement sémantique des mots. Les effets comportementaux sont faibles et ils s'obtiennent dans certaines conditions particulières, mais pas dans toutes les conditions. Par contre, sur le plan de l'imagerie cérébrale, je crois qu'on commence quand même à avoir une série d'expériences, je vous en ai montré quelques-unes, qui vont largement dans le même sens, suggérant que certains niveaux de traitement réellement sémantiques sont contactés par des mots subliminaux. Ici, c'est une petite liste d'effets. Certains, je ne vous les ai pas encore montrés. Donc, la semaine prochaine, nous étudierons particulièrement ce cas particulier des nombres, qui évidemment me tient à cœur. Ce sont des expériences qui sont faites au laboratoire. Et nous verrons que dans le domaine des nombres, là aussi, il y a des données tout à fait fortes qui suggèrent l'existence d'un niveau de traitement sémantique. Nous verrons aussi qu'on peut commencer à modéliser les différentes étapes par lesquelles passe un traitement subliminal et qu'il y a une influence sur la décision même qui est prise par le sujet, une influence quantitative que l'on peut mesurer. Je vous remercie de votre attention.